Mes chers amis, recevez une fois de plus mes plus chaleureuses salutations. C'est une information que vous avez sans doute déjà vue si vous suivez régulièrement l'actualité panafricaine. Donald Trump envisagerait actuellement une option militaire afin d'intervenir au Mali dans l'objectif de neutraliser certains terreaux. Ce qui rend cette séquence particulièrement intéressante, c'est que cette réflexion intervient alors que les États-Unis ont déjà frappé certains théâtres d'opération, notamment en Irak, au Nigeria, en Somalie, en Syrie, au Venezuela et au Yémen. Et dans ces différents pays, l'efficacité de ces frappes est remise en question, d'autant plus que le problème n'a pas été réglé. Au Nigeria, par exemple, les Américains y ont déployé des troupes pour accompagner leurs frappes. Mais tout comme en Somalie, ces frappes n'ont pas éteint l'insécurité chronique. Alors que veut réellement Donald Trump? Si les Américains souhaitaient véritablement aider les Maliens et plus largement leurs partenaires de l'AES dans la lutte contre les terreaux, ils pourraient tout simplement choisir la voie la plus rapide, leur fournir des équipements militaires, les moyens de renseignement ou encore des armes comme ils l'ont fait en Ukraine. Alors encore une fois, que recherche réellement Donald Trump? Ou plus précisément, que veut Sébastien Gorka? Selon plusieurs informations, parmi les personnalités de l'administration Trump qui feraient pression en faveur de frappes militaires contre des cibles au Mali, figure Sébastien Gorka, directeur principal chargé de la lutte contre le terrorisme au Conseil national de défense. Trump n'a-t-il pas d'autres soucis? Pourquoi le président américain tourne-t-il aujourd'hui son regard vers le Mali? Il est déjà confronté à d'autres dossiers majeurs, notamment la question iranienne, sans oublier le conflit en Ukraine. Aujourd'hui, je vous propose d'examiner cette situation de plus près, car lorsqu'on analyse les événements avec attention, on comprend rapidement que Donald Trump a certaines choses derrière la tête. Sinon, dites-moi, pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu tout ce temps avant d'évoquer des frappes contre les groupes qui déstabilisent les États haïtiens? Est-ce réellement pour venir en aide à l'administration du président Assimi Goïta ou existe-t-il d'autres motivations plus stratégiques? Voici le plan de Trump pour le Sahel expliqué sommairement. Africa Unite. Honneur! Gloire! Honneur! Dignité! Honneur! Pouvoir! Victoire! Vive l'Afrique unie et prospère. Vive la révolution! Alors mes chers amis, la première motivation qui est tout de suite perceptible, c'est bien évidemment la Russie. À l'état actuel des choses, il est difficile d'ignorer la dimension géopolitique de cette affaire. Depuis plusieurs années, les États-Unis considèrent la Russie comme étant un obstacle. Les Américains cherchent le moyen de revenir au Sahel et pour ce faire, ils veulent démontrer que la Russie a échoué. D'ailleurs, dans la déclaration rapportée par les médias américains, la Maison-Blanche affirme explicitement que la Russie s'est révélée être un partenaire sécuritaire inefficace au Mali. Un responsable de l'administration a déclaré à Vue Indépendante qu'elle espérait que l'alliance des États du Sahel vaincra le terrorisme, mais la responsabilité de la détérioration de la situation sécuritaire incombe à la Russie, qui s'est avéré être un partenaire de sécurité inefficace pour le Mali. Comme vous le constatez, il ne pointe pas du doigt directement le Mali, mais plutôt la Russie. Il précise, nous espérons que les autres nations africaines prendront note des piètres performances de la Russie dans la lutte contre le terrorisme. Ce discours semble vouloir convaincre les pays africains que le modèle de coopération proposé par Moscou n'apporte pas les résultats attendus. Et à ce sujet, notre analyse prend une toute autre dimension. Et si tout cela était planifié, voire prémédité? Soyons réalistes et lucides. Toute propagande a besoin de crédibilité. Et quoi de mieux que des actions sur le terrain pour la renforcer? Les pays de l'AES accusent constamment la France et certains de ses alliés d'être derrière ce que vous connaissez. Dans cette perspective, une question s'impose. Les Américains n'en sont-ils pas conscients? Ne perçoivent-ils pas ce qui se passe réellement? Bien sûr que si.
Ils disposent de moyens de renseignement parmi les plus performants au monde. Eux-mêmes ont d'ailleurs déjà été pointés du doigt, notamment après les révélations concernant l'USAID et le financement de certaines organisations. D'ailleurs, lorsqu'on observe la situation de plus près, on se rend compte que le président burkinabé le répète depuis longtemps. Tout cela détourne l'attention de l'essentiel. Regardez une chose, à chaque fois que l'on parle du Sahel, c'est presque toujours pour évoquer les questions sécuritaires, la question liée au terreau. En revanche, on parle très peu de développement économique, d'industrialisation, d'éducation ou encore d'infrastructures. À cela s'ajoute un défi majeur pour les États de l'AES. Ils doivent mener la guerre contre les groupes armés tout en poursuivant leurs efforts de développement économique, de gouvernance et de modernisation de leurs institutions. La tâche est considérablement immense et exige de trouver un équilibre entre les impératifs sécuritaires et les besoins de développement. C'est précisément là que réside l'un des plus grands défis auxquels ces États sont confrontés aujourd'hui. Le président burkinabé soutient depuis plusieurs années que cette guerre a été imposée aux pays de l'AES afin de les empêcher de se concentrer sur leur développement et sur leurs priorités stratégiques. Bien entendu, comparaison n'est pas raison. Cependant, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Sous Laurent Gbagbo, le pays était constamment présenté à travers le prisme de la crise politique, de la division et de la guerre. Puis, avec l'arrivée d'une administration davantage soutenue par les partenaires occidentaux, ce narratif a progressivement disparu avec la fin du conflit. Est-ce à dire que ce sont les choix de Laurent Gbagbo qui poseraient problème? Bien sûr que oui. Je ne dis pas que la situation au Sahel est identique à celle qu'a connue la Côte d'Ivoire. En revanche, lorsqu'on prend du recul, on peut constater que les objectifs attribués sont similaires, maintenir ces pays dans une instabilité permanente. Maintenant, au-delà de cette lecture, il existe également des intérêts économiques et ceux-ci sont exprimés de manière beaucoup plus explicite. En effet, l'administration américaine exhorte les gouvernements de l'Alliance des États du Sahel ainsi que d'autres États africains ou du moins d'autres États côtiers d'Afrique de l'Ouest à acheter des équipements militaires et des services américains pour soutenir leur effort de guerre contre le terrorisme. Autrement dit, au-delà de la dimension sécuritaire, il existe aussi un enjeu commercial important. L'administration appelle également l'OTAN et ses alliés régionaux à accroître leur soutien au Mali, à condition bien sûr que Bamako regarde favorablement dans la direction de Washington. Le Mali compte environ 25 millions d'habitants et il figure parmi les plus grands producteurs d'or d'Afrique et recèle d'importants gisements de lithium que des entreprises américaines espèrent exploiter, sans oublier les autres minéraux précieux. Alors, est-ce donc cela que recherche Donald Trump? Se repositionner les États-Unis dans la sous-région? Cette hypothèse nous pousse à nous interroger. Pourquoi maintenant? Pourquoi formuler une telle idée aux autorités maliennes à ce moment précis? Bien qu'officiellement rien n'a été annoncé, il est possible que les États-Unis aient déjà pris contact avec le gouvernement malien afin d'exploiter les possibilités d'une coopération. Si tel est le cas, pourquoi cette démarche intervient-elle aujourd'hui et non plus tôt? Pour répondre à cette question, l'explication la plus évidente réside dans l'évolution de la situation sur le terrain. Je le disais déjà il y a quelque temps. Pour certains responsables américains et d'autres décideurs occidentaux, l'administration d'Assimi Goïta serait dans une position de fragilité et pourrait finir par tomber en l'absence d'un soutien extérieur. Il s'agit bien sûr d'eux-mêmes. S'ils ne soutiennent pas, l'administration Goïta tombera. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. C'est bien entendu un narratif qu'ils développent. Un narratif que j'ai déjà eu l'occasion d'analyser en détail dans plusieurs de mes précédentes vidéos. Je ne vais pas revenir là-dessus. Depuis sa création, l'AES a fait certains choix. Ils le disent, ils ne refusent pas l'aide, ils ne refusent l'aide de personne, à condition de respecter leurs principes. Et parmi ces principes, il y a le fait qu'il affiche une volonté d'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique, c'est un point fondamental dans cette guerre d'attrition à laquelle nous assistons. Les dirigeants haïtiens répètent régulièrement qu'ils souhaitent assurer eux-mêmes leur sécurité sans dépendre
des anciennes puissances occidentales. Ils travaillent également à renforcer leur coopération militaire commune, leur intégration économique et à terme la mise en place d'institutions communes. Dans ce contexte, une intervention américaine au Mali n'est pas souhaitable. Ça serait du pain béni pour les Américains, une manière de dire à tout le monde ce que la France cherche à démontrer depuis longtemps, qu'ils sont des incapables. La grande question reste toutefois celle de la probabilité de l'intervention en elle-même. À ce stade, cette probabilité existe, mais elle semble encore relativement limitée. Pourquoi ? Parce qu'une opération militaire américaine au Mali ne serait pas comparable aux frappes menées dans d'autres régions du monde. Premièrement, la présence de personnel russe au Mali augmente considérablement les risques diplomatiques. Une erreur ou un incident pourrait provoquer une crise majeure entre Washington et Moscou. Deuxièmement, par le passé, les trois pays ont déjà mutuellement appliqué une politique de riposte contre l'administration Trump. On se souvient qu'ils ont tous imposé des restrictions de voyage aux Américains par mesure de réciprocité après que Washington ait fait de même. Cela démontre qu'une telle intervention pourrait être interprétée par les autorités burkinabées et du Niger comme une remise en cause indirecte de la Confédération de l'AES. Donald Trump n'a pas demandé l'autorisation des gouvernements d'Irak, du Nigeria, de la Somalie, de la Syrie, du Venezuela et du Yémen avant de les frapper. Dans la grande majorité des cas, Trump n'a pas informé à l'avance les gouvernements des pays frappés. Sur le plan du droit international, ces interventions se sont faites sans le consentement des États visés. Un tel scénario pour le Mali pourrait donc avoir des conséquences sur l'ensemble de leurs relations avec les États-Unis. Troisièmement, l'expérience des 10 dernières années invite à la prudence. La France est intervenue pendant près d'une décennie. Malgré cela, les groupes armés ont continué de gagner du terrain dans certaines zones. Les Russes combattent aux côtés des forces maliennes. Les succès sont notables, tout comme les échecs. Le décès du ministre malien de la Défense est là pour le rappeler. Ceci nous rappelle également que les choses ne sont pas aussi simples ni faciles comme certains veulent le faire croire. En conclusion, il est difficile d'ignorer les enjeux géopolitiques plus larges. Derrière le Mali se trouvent également le Burkina Faso et le Niger, désormais unis au sein de l'AES. Toute initiative américaine dans cette région sera donc observée non seulement comme de l'ingérence, mais aussi comme un signal envoyé à l'ensemble de cette alliance, à la Russie et plus largement à tous les acteurs qui cherchent aujourd'hui à jouer un rôle dans l'avenir du Sahel. Les prochaines semaines nous permettront de savoir si cette réflexion restera au stade de discussion ou si elle débouchera sur une décision concrète. Il est possible que ces discussions autour d'une intervention servent d'instrument de pression diplomatique. Dans les relations internationales, annoncer que des options militaires sont à l'étude peut permettre d'envoyer un message politique, de peser sur les négociations ou d'inciter certains États à modifier leur position sans qu'une intervention ne soit finalement décidée. Dans tous les cas, une chose est certaine, le Mali n'est plus un dossier isolé. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si elle vous a intéressé, dites-moi, pensez-vous que Donald Trump cherche réellement à lutter contre le terrorisme ou estimez-vous que les intérêts géopolitiques et économiques des États-Unis sont les véritables motivations de cette stratégie au Sahel? J'espère vous lire très prochainement. C'était Nanou, je vous dis à très bientôt. Jerikaba, you know.